au cœur de la mêlée pour revenir sur la 18e journée du top 14, parler de cette première victoire à l'extérieur de Pau, du succès précieux du Stade français, du succès également qui confirme le regain de forme de Lyon. Bref, tout sur la 18e journée du top 14 avec toute l'équipe Sud Radio. On parlera également du 15 de France, les 42 joueurs sélectionnés bien sûr, les dernières infos et puis vous qui nous appelez au 0826 300 300. On est parti pour une heure 100% rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Toute l'équipe Sud Radio est là, bien sûr. Philippe Songuero est là. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, on est là bien sûr pour récapituler peut-être les résultats, Clément Combe, de cette 18e journée qui a commencé en début d'après-midi sur l'antenne de Sud Radio. Qui a commencé par la victoire du Stade français Paris face à La Rochelle 22-17 malgré la séparation avec le directeur du rugby. On y reviendra. Succès dans le multiplex de Lyon 27-20 face à Toulon. Succès compliqué de Montpellier 21-17 face au Castres Olympique. Succès de la section paloise à l'extérieur, le premier de la saison sur la pelouse du Racing 92-47-29 et enfin balade toulousaine 63-21 sur la face au Rugby Club Vanté, dernier de ce top 14. Voilà, 9 essais à 3, 9 essais toulousains. On va y revenir. Revenir également, Alexandre, sur une info que Sud Radio confirme, qui est dévoilée par nos amis de l'équipe, mais bon, pas franchement une surprise, mais en tout cas, le cas Laurent Labitte semble réglé au Stade français, Alexandre. Oui, il avait été déjà écarté du sportif du côté du Stade français Paris. Il a été manager, directeur sportif du club de la capitale et il va donc désormais quitter toute entité du club du Stade français Paris. Là, je vais y arriver. Il y avait des discussions actives pour mettre fin à son contrat. Il n'était pas présent aujourd'hui à Jean-Bouin. Et l'aventure donc s'arrête pour Laurent Labitte. C'est une information effectivement du journal L'Équipe que nous sommes en mesure de vous confirmer. C'est la fin d'une ère aussi, François. L'ère Labitte-Guézal qui aura donc pas duré très longtemps, 1 an et demi, du côté du club rose et bleu. Et c'est Paul Gustard donc désormais qui va avoir les commandes du club, alors qu'il est annoncé dans quelques clubs quand même en Angleterre. Oui, parce qu'il a annoncé aussi à Leicester, Paul Gustard. Donc une réorganisation va de toute façon avoir lieu dans le club de Thomas Lombard. Ouais, il faudra surtout qu'il parvienne à se sauver en top 14. Réaction Philippe, quand même, ça c'est première information. Bon, je le disais, pas franchement une surprise vu un petit peu les dernières infos de ces derniers jours, mais c'est quand même un coup dur déjà pour l'intéresser, Laurent Labitte. Oui, c'est un coup dur pour Laurent Labitte. Honnêtement, on peut dire quand même que c'est le premier échec de sa carrière d'entraîneur. Ça doit pas être facile à digérer pour lui parce que il a quand même une longue carrière derrière lui. Il a commencé avec beaucoup de talent à Montauban à l'époque quand ils étaient en top 16. Il avait fait monter cette équipe dans son duo avec Laurent Travers jusqu'à être européen, ce qui était quand même une performance pour les moyennes du club. Et puis ensuite, le succès qu'on connaît avec Castres et puis le Racing. Et avec sa parenthèse en équipe de France et son retour au Stade français réussi, puisque il avait préparé son arrivée bien en amont et dès sa première saison, il amène cette équipe en demi-finale. Donc voilà, c'est je pense pour lui un échec personnel. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu Karim Ghezal en début de saison, puis ensuite Laurent Labitte. Donc on essaie de créer des électrochocs au Stade français pour changer cette dynamique qui est quand même très négative du côté parisien. Mais t'as pas l'air surpris quand même, Philippe. Non, je suis pas surpris parce que de toute façon, l'annonce de sa mise à l'écart voulait dire que dans la foulée, il y allait avoir une autre annonce parce que mettre à l'écart le directeur du rugby, ça veut plus rien dire. Soit il est opérationnel, soit il est plus là. Mais c'est dans ce genre de situation qu'il faut savoir aussi prendre des décisions. On peut pas rester entre deux eaux et laisser Laurent Labitte au club sans y être et sans avoir un pouvoir de décision sur le sportif. Donc non, je suis pas surpris du tout. En tous les cas, à titre personnel, je suis un peu malheureux pour lui, je le répète, parce que il a quand même une grande carrière derrière lui et ça fait partie des grands techniciens du rugby français. Là, ça, malheureusement pour lui, ça n'a pas souri au Stade français. Le Stade français doit trouver des solutions et créer des électrochocs. Le premier avec Karim Ghezal n'a pas eu lieu. Peut-être que celui-ci sera le bon, j'espère pour eux. Ouais, l'échec fait partie, on va dire, de ce métier d'entraîneur. Est-ce que c'est aussi son échec en tant que numéro 1 ? Parce que là, il était arrivé en étant le grand patron du Stade français, Alexandre.
C'est vrai que c'était lui qui allait porter un petit peu le nouveau projet parisien. Il était encore à la Coupe du Monde que son nom était déjà associé au Stade Français Paris. Il était avec le 15 de France et puis rapidement Karim Ghezal, avec qui il entretenait des relations cordiales mais sans plus en équipe de France. Il a vite été donc associé à Karim Ghezal. C'était un choix de Thomas Lombard et du président Wild, un choix qui n'a pas été payant puisque la relation entre les deux hommes n'a pas fonctionné de la bonne manière, même s'il y a eu une demi-finale la saison dernière. Il y avait déjà des frictions entre les deux coachs, et puis surtout le projet de jeu qui fonctionnait, c'était celui de Paul Gustard. Et au moment d'attaquer cette deuxième saison sur le banc du club de la capitale, la première véritable où il avait son influence du recrutement jusqu'au terrain, Laurent Labitte, donc avec même un très gros rôle, eh bien il s'est manqué malheureusement. Je pense que c'est correct de le dire. Ce n'est aucunement méchant de ma part, mais le recrutement n'a pas fonctionné. Louis Carbonel, c'est lui, même si c'est peut-être un peu facile de tomber tout le temps sur Carbonel, mais il y a eu d'autres choix qui sont contestables et à mettre au crédit de Laurent Labitte. Il a écarté un peu d'ailleurs la cellule recrutement pour prendre les choses en main. Et puis derrière, dans le jeu, on a voulu proposer beaucoup plus de jeux. Et je me rappelle de Thomas Lombard qui était invité chez nous au mois de janvier, qui disait les coachs et puis les joueurs s'entraînent. Les joueurs jouent. Il va falloir arrêter que les joueurs fassent sortir des coachs de leur fonction. Sous-entendu que c'était déjà un peu arrivé avec Karim Ghezal. Mais il avait aussi rappelé qu'il fallait vite des résultats. Et les résultats ne sont pas arrivés. Donc l'éviction de Laurent Labitte, elle n'est pas une surprise. Mais effectivement, comme tu le dis fort justement, Philippe, ça reste un échec, le premier véritable échec de la carrière de Laurent Labitte. Est-ce que ce qu'on a vu sur la pelouse aujourd'hui, puisque les Parisiens l'ont emporté 22-17 face à La Rochelle, permet quand même d'entrevoir un espoir, parce que on sait que les Rochelais sont dans une mauvaise passe. 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues pour les Rochelais. Philippe, est-ce que toi tu as entrevu, on va dire, un rayon de soleil dans la performance parisienne? Quand on est dans cette situation, le rayon de soleil, c'est la victoire. Peu importe la manière, il faut retrouver un peu de confiance. On a vu 2 équipes aujourd'hui en grand manque de confiance, très fébriles. On l'a vu par le nombre de fautes et d'approximations, avec notamment ces 2 cartons rouges, celui de Skelton d'abord et puis celui de Macalou ensuite. Donc on a vu 2 équipes en difficulté mentalement. Et donc bien sûr qu'on retient la victoire. Et puis le scénario des autres matchs est plutôt favorable au Stade Français ce soir, parce que la déroute du Racing à domicile, on y reviendra, leur permet même avant le match de ce soir de l'USAP à domicile contre l'UBB, de s'assurer de ne pas être en situation de barragiste. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et là, dans cette situation-là, il faut prendre vraiment les matchs après les autres, c'est le cas de le dire, et de regarder chaque week-end et de s'assurer du maintien, puisque là, clairement, le Stade Français est dans cette opération depuis quelques semaines déjà. Quid de Julien Tastet, de Morgan Parra, que vont-ils devenir? On sait que Julien Tastet a été annoncé sur le départ, donc voilà, il va y avoir quand même un gros chantier du côté du Stade Français Paris. Et Alexandre, le chantier, tu parles de tous ces jeunes entraîneurs adjoints. Il faut quand même rappeler que les entraîneurs du centre de formation, enfin des espoirs, Boris Bouraoua et Rémi Bonfils, sont partis à Biarritz à l'intersaison. Donc il y a quand même eu un changement d'entraîneur de manière profonde à toutes les strates du club. Et c'est ça qui est en train de voler en éclats cette saison. Ouais, mais c'est ce qu'a du mal à faire le Stade Français quand même en 2 mots, j'ai l'impression. C'est la saison dernière, malheureusement, était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que c'était vraiment les montagnes russes, les performances du Stade Français d'une saison sur l'autre. Et puis on s'était dit que Laurent Labitte et Karim Ghezal avaient été choisis très tôt, qu'ils avaient pu choisir leur recrutement, travailler bien en amont, et qu'ils avaient mis leurs pattes sur cette équipe dès leur première saison. Et on pensait que les choses étaient lancées. Ce qui manque peut-être à ce club par rapport à d'autres qui travaille beaucoup plus là-dessus, c'est un projet global de club avec de la formation, avec une identité forte, avec des leaders qu'on peine à trouver quand même du côté du Stade Français. Et ça, malgré la bonne saison de l'année dernière, peut-être que les bases n'étaient pas assez solides.
Oui, elles sont dures et longues à construire, ces bases, et c'est vrai que ça porte un coup quand même au projet du Stade français, on va dire d'une façon plus globale, hein, parce que c'est vrai que bon, on sent qu'il y aura de l'instabilité. Après ça, en tout cas, on va dire côté sportif, hein, si on s'arrête au résultat du jour, c'est plutôt une bonne opération pour le Stade français qui quitte la 14e place. Autre résultat qui t'a marqué aujourd'hui, Philippe, est-ce que tu veux plutôt choisir le succès de Lyon face à Toulon ou le succès de Pau au Racing? Le succès de Pau au Racing, parce que Lyon a enclenché sa dynamique depuis quelques mois déjà. Et là, pour le coup, c'est le pari gagnant du côté du Loup avec l'arrivée de Karim Ghezal, remercié au Stade français. Lui, pour le coup, il a très vite rebondi et clairement, on sent qu'il s'est passé quelque chose du côté du Loup, mais c'est plutôt en effet ce match de Pau sur la pelouse du Racing, parce qu'on connaît la situation du Racing qui, avec le premier match de Patrice Colazo, avait perdu à domicile. On sentait qu'il y avait quelque chose quand même qui se passait au niveau du caractère collectif. Ils avaient confirmé la semaine dernière à La Rochelle, et puis on attendait bien sûr un Racing beaucoup plus convaincant aujourd'hui. Et là, pour le coup, cette défaite aujourd'hui, elle pose question encore plus pour moi que la première de Patrice Colazo face à Vannes, parce que là, on a senti une démission de la part du Racing. Ce caractère collectif, cette envie quand même de se battre jusqu'au bout qu'on a vu contre Vannes, on l'a pas trop vu aujourd'hui, et ça a craqué vraiment à la 60e, peut-être même un peu avant. Et là, les Racingmen, même si après à réaction, ils ont recollé au score, au score, ils ont été quand même complètement dépassés. Et là, pour le coup, c'est la grosse opération de la part des Palois, parce que au classement, ils se donnent quand même vraiment de l'air ce soir avec ce match. Ils reviennent à la 10e place, et puis au-delà de ça, ils se rassurent sur leur capacité à aller faire des coups à l'extérieur. Ouais, effectivement, le Racing 12e sous la menace de Perpignan qui reçoit Bordeaux-Bègles ce soir, donc il pourrait se retrouver 13e et barragiste ce soir. Dans un instant, notre premier invité du soir, Jérôme Filleul, ancien joueur du Stade français, du Stade toulousain également. On est très heureux d'accueillir l'ancien demi-mêlée parisien avec nous. Bien sûr, restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Au cœur de la mêlée avec vous, les passionnés de rugby sur Sud Radio, avec aussi des invités de prestige, ceux qui nous ont fait rêver, ceux qui nous ont accompagnés pendant de longues années. Et on est ravis d'accueillir à ce titre Jérôme Filleul, ancien demi-mêlée de Toulouse, du Stade français. Un petit passage également d'une saison à Perpignan, au Racing également. Mais un titre en 2015 pour clôturer sa carrière avec le Stade français Paris. Salut Jérôme, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Salut François, salut Philippe. Ouais, merci bien sûr d'être avec nous, Jérôme Filleul. On parlait quand même du Stade français, là, de ces, on va dire, de ces derniers rebondissements. Toi qui as joué plus de 170 matchs avec le club parisien, comment tu vis ça? Écoute, j'ai comme vous un peu de l'extérieur, parce que ça fait toujours un peu mal au cœur effectivement de voir son ancien club être en bas du classement, même si aujourd'hui ils ont gagné contre La Rochelle qui est en difficulté. Donc c'est bien d'avoir gagné ce match-là à Jean-Bouin. On remonte à la 11e place, donc c'est déjà des points positifs, mais c'est vrai que de les voir en difficulté comme ça, c'est délicat, et surtout qu'aujourd'hui nous on est impuissants et on est spectateurs de ce qui se passe. Voilà, trois Brennus quand même avec le Stade français, on le disait, Jérôme. Voilà, qu'est-ce qui a changé entre, on va dire, toi ce que tu as connu là au milieu des années 2000 et ce Stade français d'aujourd'hui qui a des moyens quand même. Voilà, c'est quoi la différence? Écoute, la différence, tu l'as connu aussi, tu nous as connus. Le rugby a changé, les mentalités aussi ont changé, les hommes ont changé, beaucoup de choses ont changé. Donc on peut pas dire que c'était mieux avant ou c'est pas bien maintenant. Mais en tout cas, effectivement, quand on venait au Stade français, il y avait un état d'esprit qui était très fort. Il y avait un ADN qui était puissant. Il y avait des hommes qui marquait les vestiaires, qui marquait le terrain, qui marquait les joueurs, et on avait un président comme Max qui a insufflé ça.
Voilà, c'était une époque différente qui a marqué le Stade Français, qui a fait que le Stade Français a existé sur la scène du top 14 et sur la scène européenne. Voilà, donc aujourd'hui, oui, c'est différent. Je pense que les hommes du club, on voit moins de joueurs du Stade Français que dans certains clubs aujourd'hui qui sont en haut du tableau, comme exemple comme Toulouse, qui ont gardé cet état d'esprit, ces hommes qui ont joué, qui sont toujours au proche du terrain, et qui fait que ça perdure. Donc moi, ce que je peux regretter effectivement, c'est que on garde pas toujours les anciens dans les clubs qui sont aussi les garants. Les anciens sont toujours là pour apporter ce petit plus, ce supplément d'âme qu'on peut donner aux jeunes qui arrivent. Voilà, et je pense qu'il faut garder cet esprit-là. Alexandre Priam. Justement, Jérôme Fiol, depuis le départ de Gonzalo Quesada en 2017, il y a eu Greg Cooper, ensuite il y a eu Olivier Azam et Julien Dupuis, puis Heineke Meyer, puis Laurent Sampere et Julien Arias, puis le retour de Gonzalo Quesada, puis Paul Gustard, puis Laurent Labitte, Karim Ghezal, puis Laurent Labitte, Paul Gustard, et maintenant seulement Paul Gustard. Cette instabilité, à quoi toi, Jérôme, tu l'attribues? J'en sais rien, je suis pas, encore une fois, je suis pas à l'intérieur pour juger. Parce que là, on vient d'apprendre l'éviction donc de Laurent Labitte. Il quitte le club du Stade Français Paris ce soir. Ah, ok, bon, mais tu vois, je viens de l'apprendre. Donc, Mais c'est ça Sud Radio. On t'invite, on te donne des infos. Voilà. François Criot, il y avait toujours des petits coups comme ça qui sortaient du diable Beauvert. Voilà. Je n'y suis pour rien, je tiens à le préciser. Philippe Spanghero, attends, peut-être Philippe avec Jérôme Fiol, notre invité sur Sud Radio. Ouais, salut Jérôme. Ben, en fait, c'est vrai que ce qu'on disait, ce qui manque peut-être à ce Stade Français, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est une vision sur le temps long. Une équipe comme Pau a réussi à le faire, je l'ai dit souvent, mais Bernard Pontenot, on l'a eu plusieurs fois dans les moments un peu difficiles, quand Théo Atisogbe, Gaëton, il y a 2 ou 3 saisons, commençaient à jouer à peine en première, qu'ils avaient besoin d'engranger de l'expérience. Il disait que c'était dur, mais qu'il fallait tenir bon, parce qu'il y avait un cap à tenir, etc. C'est peut-être ce qu'arrive pas à faire le Stade Français. On voit avec le turnover sur les entraîneurs qu'on se projette peut-être pas assez sur le temps long. Et moi, je pensais, avec le retour de Thomas Lombard, qu'on allait vraiment retrouver cette âme du Stade Français. Ça fait quand même partie de ces clubs qui ont une âme, une histoire particulière. Ça doit être quand même compliqué pour Thomas Lombard à raviver, parce qu'il s'était passé longtemps depuis ce dernier titre de 2015. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec le départ des derniers Mohicans, Antoine Burban, je pense notamment à Antoine Burban, bon, il reste Paul Gabriac, mais de ce titre de 2015, il manque cette âme, ce que tu disais, ce qu'arrive à faire Toulouse de génération en génération, à pas casser cette dynamique. Le Stade Français peut-être a loupé le wagon à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'après, pour reconstruire tout ça, ça prend du temps. Il faut être patient, tu l'as dit très justement, mais il faut l'enclencher. C'est sûr que il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup d'instabilité. Ça donne pas toujours la confiance aux joueurs, c'est pas toujours de bons signaux aux joueurs également. Et effectivement, il faut parfois garder la graine des jeunes du Stade Français. Il y a un tissu, on va dire local en Ile-de-France avec beaucoup de joueurs. Il faut se servir de ça. Et effectivement, je pense qu'il faut remettre des joueurs comme il y a eu auparavant, comme tu disais, Antoine qui est parti, Sergio qui est parti, Pierre qui est parti, Mathieu Blain qui est parti, qui sont encore sur Paris dans le coin. Et je pense que voilà, il faut garder les mecs qui transpirent le club, qui ont vécu dans ce club, qui ont mouillé le maillot dans ce club, et qui sont là pour apporter de l'expérience et vraiment donner de leur temps à ce club. Et je crois que même les jeunes ou les recrues, quand ils arrivent, ils ont besoin aussi de s'identifier à des anciens joueurs.
parce que le rugby c'est comme ça. On est tous passés par là. On a été jeunes, on est rentrés dans des clubs. On a toujours regardé les anciens, les aînés avec des grands yeux. On l'a été après ancien et il y a une transition, il y a une transmission de tout ça et en club c'est ça, c'est une transmission du départ jusqu'à la fin et aujourd'hui je trouve qu'on a perdu de ça et Thomas a essayé de le faire avec Momo Montblin, de revenir un petit peu dans le staff et c'est bien. Mais je pense qu'il faut continuer même les plus jeunes, l'école de rugby, le centre de formation, et on a besoin de ça. Jérôme Filleul, toi qui as connu le rugby à Toulouse et donc la spécificité du Stade Toulousain et le rugby à Paris dans les deux clubs, hein, Stade Français au Racing, c'est quoi la différence et pour construire ce club justement, parce que c'est la fibre parisienne, c'est pas forcément facile de l'activer dans la capitale. Oui, mais encore une fois, il y a deux clubs à des identités assez différentes. Moi, j'ai eu la chance de toucher le Stade Français, d'avoir le Racing. Le Racing a une forte histoire dans les années 80-90 où ils ont été champions de France avec les Lafont, avec les Cabanes, les Ménel ou le Showbiz. Ça a été une identité assez forte. Et il y a eu le Stade Français ensuite. Et je pense qu'il y a la place pour les deux. Il y a deux identités qui sont fortes. Et il faut pas occulter l'histoire de chaque club, les anciennes de chaque club, qui je pense sont déterminants pour construire un club ou en tout cas pour le pérenniser. L'exemple type, on rappelle, c'est Toulouse. Toulouse a eu des trous parfois sur certaines saisons parce que justement il a manqué un peu de repères d'anciens. Et quand il y en avait avant et quand ils sont revenus, le Stade Toulousain a retrouvé son jeu, a retrouvé sa superbe, a retrouvé ses stratégies, a retrouvé ses recruteurs. Et ça paye aujourd'hui. Vous allez au Stade Toulousain que les anciens qui entraînent les petits poussins, qui entraînent les espoirs, qui entraînent les crabos, qui entraînent la première. Vous avez un ancien qui traîne dans les couloirs. Et ça, c'est trop fort, c'est trop important. Et ce qui fait aussi la marque des grands clubs. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin de ça, et le Stade Français a besoin de ça. Aujourd'hui, on parle du Stade Français, et je pense que le Stade Français et le Racing sont des clubs, même sont parisiens, ils sont éparpillés dans l'Île-de-France. Il y a de la place pour justement retrouver cet ADN. Alexandre, avec Jérôme Filleul, notre invité. Une petite dernière info concernant le Stade Français Paris avant de passer à un autre sujet. Le Stade Français va terminer la saison avec Paul Gustard et Morgan Parra plus ou moins sur le même pied d'égalité avec Julien Tasset qui va aider à la touche pour terminer la saison. Mais voilà, on reste sur un duo plus 1. Là pour le coup du côté du Stade Français Paris. Je voulais revenir un petit peu, on parle beaucoup de stabilité, c'est vrai que c'est important dans le rugby professionnel, c'est important aussi peut-être en équipe de France. J'embraye sur le tournoi destination parce qu'il revient la semaine prochaine avec les Bleus qui vont affronter l'Irlande. Jérôme Filleul, un énorme défi qui attend l'équipe de France. Sur le jeu il y a beaucoup de choses à dire, mais moi c'est sur la gestion des hommes où je suis plein d'incertitudes. Je ne comprends pas les choix de Fabien Galtier et de son staff. Théo Atisogbe aujourd'hui n'est pas un joueur protégé. Il fait un énorme match au Racing. Il a été très bon en Italie la semaine dernière. Hugo Radou est rappelé alors qu'il n'a pas été franchement convaincant. Rabat Slimani n'est plus dans le groupe France. Je ne comprends pas les choix moi du staff de Fabien Galtier. Est-ce que toi, Jérôme Filleul, tu les comprends ? Bah écoute, j'ai côtoyé Fabien durant 4 ans en tant qu'entraîneur. Je comprenais pas toujours ses choix, hein, et il y a que lui qui peut les expliquer. Mais effectivement, c'est sa manière de faire, c'est sa manière de manager, c'est sa manière de remettre en concurrence les gars, de les mettre parfois en difficulté pour les repiquer. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça met en difficulté certains joueurs, ça les met dans le doute. Voilà, je pense que certains ne comprennent pas toujours. On va dire c'est le personnage qui est comme ça. Je pense qu'il faut pas essayer de comprendre ou de réfléchir. C'est sa méthode. On va pas le changer, quoi. Non, voilà. Donc, je pense que lui, c'est ce qu'il a à faire. Pour les joueurs, ça doit pas être évident quand même. Hein.
Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Hein. C'est pas du tout évident parce que t'es jamais dans un climat de certitude. Même si c'est pas toujours bien d'être en certitude quand t'es sportif. Il faut toujours que tu te sentes un peu en danger, que tu sois pas trop assis sur ton poste. Mais on a besoin de confiance, surtout à des compétitions comme le tournoi des Nations, où on a besoin justement de sécurité, de confiance et la gestion de pénaux, c'est pareil. Voilà, on comprend pas tout trop. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Et puis, lui seul, c'est ce qui fait. Tu crois à un succès des Bleus à Dublin la semaine prochaine? Oui. Je pense. Franchement, je pense que. On va faire quelque chose parce que je trouve les Irlandais en discuter contre les Anglais grosse équipe, mais j'ai trouvé les Français sérieux. J'ai trouvé les Français sérieux contre l'Italie, même si c'était l'Italie. Ça a été sérieux. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose. De toute façon, nous aussi, on est indécis, on sait pas trop. Parfois, on est capable de faire un coup en Irlande. Oui, je pense qu'on est capable de faire un coup en Irlande. Bon, mais on va rester sur cette note optimiste, bien sûr. Jérôme Filleul, qui était avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir. Voilà, t'es où? Toujours à Bordeaux, à Agen? Je suis au Pays Basque. Ah, bah ça va. Voilà. Bon. Je t'attends, François. Je t'attends. Ça fait avec plaisir que tu viennes, tout ça. Et ça fait longtemps que je t'ai pas vu, François. C'est vrai. Je sais pas si tu me reconnaîtrais. Tiens, voilà. Mais bon, aussi, tu peux m'écouter sur Sud Radio. En tout cas, on est là tous les samedis, le lundi soir et tout. Bien sûr. Je bois tes paroles, mon François. Allez, à bientôt. En tout cas, Jérôme, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. À très bientôt. Dans un instant, bien sûr, on continue au cœur de la mêlée avec vous, bien sûr, et puis les invités. Yannick Josion sera notre invité. Voilà l'immense centre du Stade Toulousain et du 15 de France qui sera avec nous juste après la pause. Restez au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, on va se tourner. On a commencé déjà avec Jérôme Filleul, mais à parler du 15 de France. Philippe Spanghero, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio est bien sûr réunie avec vous au 0826 300 300 et avec notre invité, notre grand témoin ce soir, c'est Yannick Josion, ancien 3/4 centre du 15 de France, bien sûr, 73 sélections avec les Bleus et surtout immense légende du Stade Toulousain. Bonsoir Yannick. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors Yannick, on imagine que tu as dû quand même, ton cœur de Toulousain a dû vibrer quand même aujourd'hui. On va parler du 15 de France bien sûr, mais quand même c'est 9 essais face à Vannes. Est-ce que tu as peut-être une explication sur la supériorité quand même du Stade Toulousain, quelle que soit l'équipe présentée? Oui, mais c'est vrai que le Stade Toulousain est assez impressionnant de régularité, quoi. Voilà, c'est vrai que quand je jouais au Stade Toulousain, on avait du mal pendant les périodes de doublons à conserver notre efficacité. Mais là, je trouve que ça fait quelques années maintenant qui sont passés à autre chose. Et c'est ce que j'ai remarqué. Moi, ils ont un niveau de performance qui est assez constant, quoi, peu importe les joueurs qu'il y a sur le terrain. Alors, est-ce que c'est peut être dû aussi au fait qu'ils ont modifié la façon de s'entraîner en intégrant beaucoup de joueurs, notamment les espoirs aux entraînements. Et effectivement, ça a l'air de payer. Ouais. Et parmi aussi tous ces Toulousains qui sont avec les Bleus, et il y en a beaucoup qui sont appelés dans les 42 et qui vont être, on va dire, à disposition de Fabien Galtier pour disputer ce match à Dublin dans une semaine. Voilà, c'est une finale de tournoi qui va avoir lieu, bien sûr, pour le 15 de France. Comment tu la pressens, toi, Yannick? D'abord, où tu vas la vivre et comment tu sens les Bleus? Alors, je vais la vivre tout simplement à la maison, famille, peut-être avec des amis déjà, mais donc je ne serai pas à Dublin, mais j'étais à Rome donc le week-end dernier, donc on a bien apprécié ce joli match. Et en Irlande, je le pressens, je sais que les Français se sont préparés vraiment pour ce match. Peut-être qu'ils sont d'ailleurs trop focalisés sur ce match et ils ont un peu oublié qu'il fallait jouer les matchs les uns après les autres, ce qui a peut-être un peu expliqué le raté à Twickenham, si on peut appeler ça un raté, parce qu'on était quand même pas loin. Mais bon, je sens qu'ils sont vraiment focalisés là-dessus et je suis sûr qu'ils vont réaliser un grand match. Voilà. Philippe Spanghero avec Yannick Josion, notre invité dans Au cœur de la mêlée ce soir.
Ouais, salut Yannick. Même question qu'à Jérôme avant, un peu concernant l'équipe de France sur la stratégie de Fabien Galtier. Alors l'idée n'est pas du tout d'être critique, mais d'essayer de comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a cette stratégie qu'on a testée contre l'Italie de 7-1. Ça me paraît être, on n'a pas encore la composition, mais on s'oriente quand même vers ça. Ça me paraît être très risqué dans une opposition comme l'Irlande, où ça va taper fort et où il peut y avoir beaucoup de faits de jeu qui amène une réorganisation tôt dans le match. Quel est ton regard, toi, par rapport à ce système qui est quand même une évolution majeure, je trouve, sous l'ère Galtier? Oui, bonjour Philippe. Mais c'est vrai que c'est une prise de risque, je pense. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas eu de souci en Italie, mais de là à le répéter, à le refaire sur plusieurs matchs, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Et comme tu le dis, en Irlande, ça va être très très engagé. On parle de ce match comme une finale, mais on sait les Irlandais effectivement très forts là-dessus sur les zones de combat. Ils n'hésitent pas à solliciter toutes les zones de terrain et tous les joueurs adverses. Une équipe qui porte beaucoup le ballon, donc il va y avoir beaucoup de zones de rencontre. Et on n'est pas à l'abri effectivement qu'il y ait des blessés à un moment donné, donc je sais pas, c'est un pari un peu osé. Après c'est vrai qu'on a un banc devant qui est assez impressionnant. Hein. En Italie, tous les joueurs qui sont rentrés, c'est vraiment des joueurs de très haut niveau, donc c'est sûr que ça fait la différence à 1909, mais bon, de là à le rééditer à chaque match, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne solution. Ouais. Yannick Josion, si vous étiez coach là ce soir, il est 19h37 sur Sud Radio. Yannick Josion, vous êtes coach de l'équipe de France, sélectionneur. Bravo pour ta nomination. Bravo. Ouais, on est très heureux pour toi, Yannick. Quelle paire de centre tu mets face à l'Irlande? Alors, toi sélectionneur. Non, c'est toi sélectionneur. Je dis pas que Fabien Galtier n'existe pas. Dans un monde où Fabien Galtier n'existe pas, Yannick Josion sélectionneur, qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai que c'est pas évident de jauger quand on est à l'extérieur comme ça du groupe, plus facile quand on vit avec les joueurs. Bien sûr, pas de problème. Mais d'aspect extérieur, qu'est-ce que tu ferais? Je pense qu'il y a une certaine confiance qui est accordée à Barassi. J'ai le sentiment qu'il va lui donner confiance. Donc, si je me mets dans sa peau, je vais me placer comme ça. Je continuerai à la situation des deux centres, donc Moefana et Barassi. Même si, effectivement, il y a des imperfections en défense, mais je pense que c'est des joueurs qui vont pouvoir s'adapter, qui vont arriver à comprendre les problématiques qu'ils ont rencontrées sur le dernier match en défense. Voilà, parce que réintégrer des nouveaux joueurs maintenant, peut-être sur ce match capital, je ne sais pas, ça peut poser question. Ouais. Et Yannick, tu la trouves complémentaire, cette paire de centres, Moefana Barassi? Ouais, mais ils ont c'est quand même des profils de joueurs effectivement plutôt qui savent travailler défense, qui savent jouer derrière la défense. Bon, Moefana était quand même en grande forme, je trouve, à ce niveau-là depuis le début du tournoi. Donc il faut continuer effectivement à lui donner cette confiance. Après, effectivement, la complémentarité, elle n'est pas évidente. Il y a peut-être des adaptations à avoir par rapport à ce qu'arrive à faire donc Moefana sur quand il arrive à traverser, à avoir plus de soutien. Alors c'est pas forcément Barassi arrivé, mais il y a des joueurs derrière qui peuvent, des ailiers qui sont dans son dos peut-être ou autre. Bon. À l'UBB, c'est deux porteurs qui travaillent derrière Moefana, mais pas en équipe de France. Ouais, c'est sûr, ils ont effectivement plus de temps de jeu ensemble. Bon. Mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de temps à perdre en équipe de France. Il y a peu de temps de jeu finalement, peu de matchs. Donc, je pense qu'ils sont assez intelligents pour le comprendre. Barassi, c'est un joueur effectivement qui est capable d'assumer et de réaliser cette fonction. Donc, moi je ne sais pas plus à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas la même complémentarité qu'avec De Porter à Bordeaux, mais c'est vrai que De Porter, pour l'instant, depuis le début du tournoi, je dirais sur ce tournoi, il n'est pas, pour l'instant, pas invité, mais bon, après, on connaît ses grandes qualités de joueur et il reviendra forcément à l'équipe de France à un moment donné. Même.
Ouais, Yannick, tu étais de cette merveilleuse partie à Croke Park en 2007, voilà, où la France avait terminé première grâce à, on va dire, cet essai de Vincent Clerc sur le gong, là, 20-17, on s'en souvient tous. Est-ce que tu penses le 15 de France capable d'aller faire le coup, ou peut-être pas sur le même scénario, on aimerait bien être un peu plus tranquille, mais à Dublin? Bien qu'on ait envie de vibrer, donc ça fait plaisir des victoires comme ça. Mais bon, d'ailleurs, les supporters le week-end dernier m'ont parlé de ce match à Croke Park. Pour eux, c'était un grand souvenir. Il y a encore un supporter de l'équipe de France et chargé de mission à la fédération qui m'a parlé hier soir de Croke Park. Voilà. Mais c'est vrai que on aime ces moments-là. Après, impossible de savoir effectivement le scénario du match à venir. Mais je sais que les Français seront vraiment concentrés au maximum et je suis sûr qu'ils joueront leur meilleur niveau. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, s'il y aura victoire ou pas, mais il me semble que les Irlandais sont un peu moins réguliers depuis quelques matchs, depuis l'automne, mais bon, après ça reste une grande équipe avec des grands joueurs et surtout un grand collectif, donc difficile à mener, à battre. Ouais, difficile à battre. Quand tu vois la régularité, enfin on va dire, il y a une certaine stabilité quand même dans le 15 de France. Voilà, est-ce que tu es envieux de ce management-là, ou même si je sais que toi t'es passé à autre chose, mais ce que je veux dire, est-ce que le management, on va dire du club un peu France là, depuis 4 ans maintenant, est-ce que c'est des choses qui auraient pu être possibles à ton époque? En termes de stabilité, oui. De confiance aux joueurs. Ouais. C'est vrai que Fabien a quand même donné pas mal de confiance à des joueurs de niveau international, des joueurs à des postes clés. Hein. Voilà, il le dit quand même assez souvent à Antoine Dupont, à Romain Tamac, à Thomas Ramos, désormais. Voilà. Bon, ceci dit, on voit aussi qu'il est capable de remettre en question quand il y a des contre-performances. Bon, ça a été le cas avec Damien Penaud pour le dernier match. Voilà, donc c'est une forme de confiance, mais malgré tout, on sait très bien que il faut honorer cette confiance et que ça peut aussi être un gros à un moment donné. Donc je trouve que c'est bien parce que c'est une ossature d'équipe et l'équipe de France a besoin de se reposer, surtout que c'est quand même des joueurs qui sont lucides, qui savent et éclairer un petit peu le jeu, voir les failles de l'adversaire. Donc voilà, ça me semble assez logique. Et c'est vrai que à notre époque, il y avait peut-être moins cette capacité-là, parce que peut-être moins de régularité d'autre part, je sais pas. Mais bon, je trouve que c'est plutôt cohérent. Voilà. Ça passe comme il procède. Justement, Yannick Josion, je crois, si je me trompe pas, que tu es plutôt intéressé par la préparation mentale. J'avais noté ça il y a quelque temps. Est-ce que justement dans ce contexte, avec cette liste des 42, cette convention, le fait qu'il y ait beaucoup d'allers-retours, il y a des joueurs, tout à l'heure on parlait de De Porter, mais il y en a plein d'autres qui font des allers-retours régulièrement en train, entre le club et Marcoussis. Comment mobiliser mentalement ces joueurs là pour jouer des matchs de compétition, que ce soit en club ou avec le maillot du 15 de France, avec tous ces allers-retours? Comment on procède? Oui, c'est vrai que je ne sais pas comment ils procèdent en termes d'échanges avec les joueurs, comment ils échangent avec eux, est-ce qu'ils sont clairs sur le début de semaine, sur leur possibilité ou pas de postuler dans le groupe, au moins. J'ai l'impression, oui. Ça c'est vrai que je suis pas assez près du groupe France pour le savoir, mais je pense que effectivement c'est bienvenu quand il y a un groupe élargi comme ça de pouvoir être assez clair et après je pense que les joueurs sont assez professionnels pour s'investir quand même suffisamment aux entraînements s'ils savent qu'ils ne sont pas pris. Mais après c'est vrai que c'est pas évident de rester un petit peu dans l'attente, de pas savoir si c'est le cas pour certains joueurs. Après je crois qu'ils ont tous envie de jouer à l'équipe de France, ils font tous le maximum, mais c'est vrai qu'on a vécu des périodes un peu difficiles des fois en Coupe du Monde où là il y a des joueurs qui sont mis un peu de côté assez rapidement, et effectivement passer un mois et demi sans trop jouer et en même temps en essayant de se mettre sur les entraînements, c'est quand même difficile, hein, donc même si on est compétiteur, donc il y a toujours une forme de lâcher prise à un moment donné. Après le niveau, la compétition, le challenge, je sais que ça quand même ça stimule tout le monde, et puis c'est quand même des jeunes joueurs, donc voilà.
on n'a pas trop des joueurs en fin de carrière qui sont en train de faire des allers-retours. Et puis, bon, c'est la passion qui parle à un moment donné, donc qui prend le dessus, je pense. On a parlé de Fabien Galtier, il y a également David Marty, avec qui tu as souvent été associé au centre, qui est entraîneur aujourd'hui côté Perpignan. Il sera ce soir face à l'UBB. Ça t'a jamais tenté de transmettre comme ça? Alors, je transmets à ma façon, parce que je suis impliqué au club à Groyer, surtout avec les jeunes, les U12, U14 cadets, puisque je fais des séances techniques individuelles le lundi soir, pour un petit groupe. On peut venir là? On peut débarquer ou pas pour faire la séance de technique individuelle avec Yannick Josion ou pas? C'est ouvert, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je prends du plaisir à faire ça. Puis bon, comme je suis quand même vice-président au club de Groyer, je suis aussi impliqué un peu dans les fonctions du club, quoi, dans l'organisation du club. Mais voilà, après m'engager avec plus de fréquence dans la semaine et le week-end, ça me paraît compliqué par rapport à mon emploi du temps pour l'instant. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de transmettre à des jeunes. Aux seniors, c'est peut-être moins évident, je dirais. Mais c'est vrai qu'avec les jeunes joueurs, on a l'impression d'avoir qu'il y a une marge de progression assez importante et on arrive à faire des choses assez intéressantes. Voilà. Mais U12, U14, ils te demandent si tu as joué, non, Yannick? Mais oui, c'est terrible, mais oui. On ne parlait pas vraiment de ça. Bon, certains connaissent parce que, voilà, grâce à leurs parents, probablement. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas effectivement mon parcours, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on peut les inviter à te googliser et à voir tout ce que tu as accompli sous le maillot bleu et du Stade Toulousain. Voilà. C'est quoi ton activité sportive à part transmettre? Voilà. Il y en a beaucoup qui se sont mis au padel. Toi, tu fais quoi, Yannick? Alors en hiver, moi j'essaie de faire un peu de ski de randonnée, mais bon, c'est pas si, voilà, il faut être vigilant avec nos conditions, donc j'avais prévu d'y aller demain, mais bon, c'est trop nuageux, donc on va reporter. Alors j'en fais de temps en temps, puis après un peu de footing, un peu de vélo, voilà. Voilà, pas de toucher. Ah, de temps en temps, un peu de bien toucher, ouais. avec les trésistes. Ah ouais. Avec les trésistes, d'accord. Et justement, on parlait de Groyer. Demain, il y a un match ultra important à Fleurance, si je ne me trompe pas, pour les seniors. Match important pour verrouiller le maintien, c'est ça un peu l'idée? Oui. Groyer, donc, Groyer est 10e au classement dans leur poule, National 2, et Fleurance est 11e. Donc effectivement, ça va être il y a 9 points d'écart entre les deux clubs. Bon, le début de saison a été difficile pour Groyer. Il y a eu le changement d'entraîneur et depuis, les joueurs seront motivés, donc ça va beaucoup mieux. Donc c'est Frédéric Manca qui entraîne avec Vincent Clément, donc deux anciens joueurs de haut niveau. Donc ils ont la chance d'avoir des entraîneurs d'excellence et c'est vrai qu'ils se font plaisir là depuis pas mal de matchs maintenant. Donc, mais bon après, voilà, Florence aussi a gagné à Valence-d'Agen la semaine dernière, je crois. Puisqu'ils ont à nouveau recruté Michael Carré, qui était parti en début de saison, qui était venu à Groyer, qui a arrêté, qui est reparti à Florence. Donc voilà, c'est un match de retrouvailles, on va dire. Ouais, un match de retrouvailles. Juste dernière petite question. Toi, tu as été un joueur qui a fait quand même un double parcours, double cursus, avec l'école supérieure d'agriculture à Purpan. Est-ce que c'est encore possible et est-ce que ta vie professionnelle est en accord avec ta formation? Disons que ça devient probablement assez compliqué de pouvoir conjuguer les études et le rugby, surtout que les jeunes qui jouent au niveau maintenant, bon, on les entraînements, je pense, tous les jours, plus ou moins, comme les pros. Donc, il faut vraiment que l'école puisse s'adapter, mais il y en a pas mal qui le font quand même. Voilà, donc il y a d'ailleurs des joueurs qui sont au Stade Toulousain, qui sont aussi à l'école Turpin. Qui sont dans le grand groupe autour de l'équipe pro, donc qui arrivent à le faire. Après, il faut une grande motivation, mais bon, c'est tout à fait réalisable, il n'y a pas de souci. Et puis moi, j'invite à tous les joueurs à essayer au moins d'aller tenter de le faire, même si c'est pas évident, mais ça permet aussi de donner un peu de sens à ce qu'on fait, et puis d'arriver à s'organiser, donc ça c'est pas plus mal. Après, voilà, les débouchés, bon, moi je fais un peu d'agricole à travers mes activités. Moi, je fais du courtage en assurance à l'entreprise. Donc, j'ai commencé le courtage par les métiers que je connaissais, donc avec le milieu sportif et le milieu agricole. Donc, c'est comme ça que j'utilise un peu mon diplôme. Et puis, comme je suis élu à la région Occitanie, ben là, je suis quand même impliqué sur les sujets en lien avec l'agriculture. Et puis, pas plus tard que hier, voilà, on a fait une première assemblée générale
où je suis président concernant une centrale d'achat donc pour les produits alimentaires que l'on fournit au lycée et désormais à notre collectivité. Donc voilà, j'utilise quelque part mes connaissances dans le milieu agricole. Ouais. Bon, voilà, c'est en tout cas un bel exemple pour la jeunesse. Yannick Josion, donc ancien 3/4 centre du 15 de France, 73 sélections, et voilà, qui avait connu aussi ce Croc Park 2007. On espère que la semaine prochaine à Dublin, l'Aviva Stadium va résonner, va être inondé de bleu et qu'on va pouvoir exulter. Merci en tout cas, on le vivra sur Sud Radio. Merci Yannick d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et allez grouiller. Donc, Salut Yannick. voilà, c'était un plaisir de t'avoir avec nous et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va aller faire un petit coucou à Perpignan parce qu'il y a Perpignan et bébé, puis également un petit qui je suis pour la route. À tout de suite.